Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Jeux 7 et podcast spécial Roland Garros, deuxième jour des qualifs, donc on attend toujours le soleil. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. On a sorti les vestes, les parapluies, surtout aujourd'hui. Il faisait particulièrement automnal. C'est pour ça d'ailleurs que la journée a commencé avec un petit peu de retard. Les matchs devaient débuter à 10h, ils ont finalement été retardés à 11h. Et donc à part sur le court Suzanne Lenglen qui lui a un toit, et bien personne ne pouvait jouer ce matin. Et donc sur ce cours Suzanne Lenglen, le premier match de la journée opposait la jeune Daphné Mpetshi-Perricard, 17 ans, à Bianca Andreescu. Sacré challenge pour son premier Roland Garros. La sœur de Giovanni Mpetshi-Perricard a assez sévèrement perdu, mais elle a été consolée en fin de match par Bianca Andreescu qui est venue lui passer le bras autour du cou à la fin de la rencontre. C'était vraiment sympa à voir. Bianca Andreescu, qui est une ancienne vainqueur de l'US Open en 2019. Je vous disais hier dans mon podcast de la première journée à quel point le tableau des qualifs était relevé côté WTA. Voilà encore un exemple. Après Sloane Stephens, une autre vainqueur en Grand Chelem qui s'invite dans ce tableau des qualifications. Elle est 160e mondiale aujourd'hui, Bianca Andreescu, et elle expliquait après sa rencontre, après sa victoire sur Mpetshi-Perricard, qu'elle avait changé son état d'esprit, qu'elle avait désormais accepté d'aller jouer des matchs sur le circuit secondaire, le circuit ITF, et que ça lui faisait beaucoup de bien, que ça lui donnait du rythme, qu'elle pouvait enchaîner des victoires face à des très bonnes joueuses aussi sur ces circuits-là. Et effectivement, elle a déjà été chercher 2 titres ITF depuis le début de l'année. Donc voilà, elle arrive ici en confiance, elle devrait s'extirper de ses qualifs, Bianca Andreescu. Alors évidemment, nous, ce qui nous intéressait, c'était la première Belge qui montait sur les cours ce matin, c'est Jelin van Drome. Elle jouait en deuxième rotation derrière le match de Jurij Rodionov, que nous risquons peut-être de voir en Coupe Davis au mois de septembre. Est un habitué des qualifs de Roland Garros, puisqu'il s'en est déjà extirpé à 3 reprises depuis 2020. Donc il connaît le process. Alors Jelin van Drome, elle est montée sur le cours aux alentours de 13h, dans des conditions assez compliquées, vent, petite pluie, une terre battue assez grasse. Alors non seulement elle avait des conditions météo pas évidentes à gérer du tout, mais en plus elle avait une adversaire très compliquée à manœuvrer, la japonaise Aoi Ito, 232e à la WTA, la joueuse sans doute la plus atypique que j'ai vu jouer ces dernières années au tennis. Elle slice comme ça pratiquement toutes ses balles en coup droit, avec un mouvement de poignet comme ça, on dirait presque du paddle finalement. On en rigolait avec Philippe de Wulf qui regardait le match avec moi. On s'est dit qu'elle serait vraiment très efficace sur un terrain de paddle avec son coup droit slicé. Elle mettait aussi des ballons dès qu'elle était en difficulté, des grosses balles vraiment très hautes en profondeur, et puis pas beaucoup de rythme dans sa balle. Donc c'était vraiment très compliqué à gérer pour Jelin van Drome, qui devait elle imposer son rythme, frapper les balles qui n'arrivaient pas très vite. Et en fait cette joueuse japonaise a complètement fait déjouer Jelin van Drome, qui devait mettre le rythme elle-même, qui devait faire le jeu, et qui finalement s'est laissé prendre au piège que lui tendait son adversaire, qui jouait très intelligemment. Et voilà, elle s'est inclinée 7-5, 7-5, alors qu'elle a eu des occasions, Jelin, de revenir. Dès qu'elle trouvait la confiance pour attaquer, elle mettait son adversaire à 4 mètres de la balle. On a donc vraiment cru qu'elle pouvait revenir dans cette partie. Dans le deuxième set, elle était menée 5-3 et elle est revenue à hauteur à 5-5, et puis finalement la japonaise l'a emporté 7-5, 7-5. Beaucoup de hauts et de bas pour la jeune Belge de 18 ans, coachée sur ce Roland Garros-ci par Marion Bartoli, comme je l'avais annoncé sur mes réseaux sociaux, mais elle n'a pas réussi à imposer ce jeu offensif suffisamment. C'était vraiment compliqué. Alors après, tout le mérite à cette japonaise, Ito, qui était très très heureuse d'être là. Elle était tout le temps en train de sourire, très polie. Elle remerciait pratiquement à chaque fois qu'elle recevait une balle du ramasseur. Donc vraiment une joueuse amusante à voir évoluer sur le court, mais bon, nettement moins amusante de battre Jelin van Drome, puisque les espoirs étaient vraiment placés en elle. Jelin, on espérait qu'elle allait rejoindre le tableau final. Elle avait un tableau assez favorable, donc c'est une grosse déception de l'avoir déjà quitté ses qualifications de Roland Garros. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Jelin van Drome après sa rencontre. Elle m'a confirmé que les conditions et son adversaire étaient très compliqués à manœuvrer. Cette interview a été faite en anglais pour plus de confiance
inconfort pour Jeline Van Drome qui ne se sent pas encore super à l'aise en français. Par contre, vu l'heure tardive, je ne vais pas pouvoir vous proposer une traduction, donc je suis vraiment désolée. J'espère que vous comprenez l'anglais, et si pas, eh bien sachez que sur YouTube, vous pouvez voir les traductions simultanées. N'hésitez pas à aller retrouver ce podcast disponible également sur YouTube. Yeah, I mean, my opponent plays also a game that you don't see a lot, but all credits to her. She plays really well. What she does very well. But yeah, the conditions maybe weren't the best in my favor. I mean, I started good, but as the match went on, the court became heavy, the balls became heavy, stopping, while I thought I was having some good momentum. But yeah, it's tennis, it's part of the game. You cannot do anything about it. So yeah, there is a bit disappointment, I would say. But yeah, I'm just gonna try to put that aside as fast as possible and work again the next day. She was really using all the weapons that you are not used to. Slice, big balls up, a very weird game. Maybe you learned a lot today of that loss. Yes, of course. I mean, she brings a type of game that's very unusual. You don't see it very often, so you get many balls that you don't get very often. So of course I learned a lot about myself and what I can improve more, or what went well. What I did in practice, I could do more in match. So yeah, of course, you learn from every loss, also from wins. But definitely from this loss, I will learn a lot, and hopefully, I can improve all those things that I saw needs to improve today. Can you tell us a little bit about your association with Marion Bartoli? How did you met her, and how come are you starting to work with her? So yeah, I was in Calvi playing the 75, and she was there, so I met her from there. And yeah, we started talking a bit, and we agreed to work together. That she would be here with me, supporting me in Roland Garros in the qualies. She's also working with darts, so not only with me. But yeah, I mean, until now I can say I've had a pretty good feeling about that. She's a very nice person, and we will see what it brings for the future. What do you think she can bring into your game? I think she has a really good mentality. She makes me work hard on the practices, which I really like. She's a very positive person as well to me. And yeah, sees the things well, in my opinion, like has a great vision. And yeah, I mean, she has won Wimbledon, she has done great things. So I am sure she can bring a lot to me and learn a lot to me. We worked on some, like basic things, like also some kind of footwork that we did, more power from hip, or for example, that she saw. And I feel that day by day I can feel it improving. Maybe it didn't work out today, but it's also tough conditions, but maybe I will see the work that we've done in a few weeks in other tournaments, but yeah. What is your thought of this first experience in Roland Garros? Yeah, it's amazing. Of course, it's my third year. I've played 2 years as junior, but yeah, this is something really special to have the crowd with me always. I know before, it's just truly amazing. All the Belgians are there, and Paris, yeah, it kind of feels like home, because you're playing for so many Belgians. So yeah, it feels great. I really enjoyed it. I got a lot of energy from everyone, seeing people that I know that are supporting me throughout the match. So yeah, that really gave me goosebumps, and it was really nice. So I want to experience that more. Et Jeline qui garde le sourire déjà très professionnel, beaucoup de maturité du haut de ses 18 ans. Et pour la suite, on ne sait pas très bien si elle va continuer à travailler avec Marion Bartoli. Il y a un journaliste de l'équipe qui était présent avec moi qui lui a posé la question. Elle a dit qu'il devait en discuter et prendre une décision. Donc voilà, je vous tiendrai bien sûr informé de ce qu'il se décidera dans le clan de Jeline Van Drome. Et ce match de Jeline Van Drome, je ne voulais pas préciser, mais il a été 2 fois interrompu par la pluie, donc pas évident non plus. Les joueuses ont dû retourner au vestiaire quelques minutes avant de devoir remonter parce que les terrains avaient été bâchés. Donc ça aussi, c'est nouveau à gérer pour Jeline Van Drome en Grand Chelem, son premier Roland Garros chez les adultes. Et pendant que la pluie venait un petit peu gâcher la fête sur les cours annexes, Grigor Dimitrov, lui, était sur le cours Suzanne Lenglen. Il affrontait Jaime Faria, le
très solide Portugais, classé 115e mondial. Alors comme Yelin était à l'arrêt, je suis passée par le Lenglen pour voir le troisième set et c'était vraiment une très belle bataille que se sont livrés les deux hommes, près de 3 heures. Au final, Grigor Dimitrov ne s'en est pas sorti. C'est donc un petit peu le coup de tonnerre de la journée. Grigor Dimitrov qui disputait pour la première fois de sa carrière ses qualifs de Roland-Garros. C'est son 15e Roland-Garros et il n'avait jamais dû passer par les qualifications. Ça ne lui a pas réussi. Il est déjà dehors du tournoi, malheureusement pour tous les fans qui espéraient le voir la semaine prochaine. Et je pense notamment à Catherine, fidèle supportrice de Jeux C'était Podcast et qui fait régulièrement des photos pour vous faire vivre les tournois à travers le monde. Donc voilà, on ne verra pas Grigor Dimitrov ce Roland-Garros 2026. Une autre ancienne star du circuit s'est fait assez peur ce matin, c'est Karolina Pliskova. Elle était opposée pour ce premier tour qualif à la coréenne Yeonwoo Koo. Et elle a pris 6-0 dans le premier set, Pliskova, avant d'empocher les 2 manches suivantes, 6-3, 6-1. Pliskova, ex numéro 1 mondial, double finaliste en Grand Chelem, qui est classée aujourd'hui 109e à la WTA. Mais donc ça passe pour elle. Alors pendant ce temps, eh bien, les stars continuent d'arriver à Roland-Garros. On a vu débarquer Arthur Fils aujourd'hui, Andrei Rublev, Sacha Zverev, et puis celui que tout le monde attendait ici, Novak Djokovic. Il s'est entraîné d'ailleurs vers 17h sur le cours Philippe Chatrier avec Sacha Zverev. Et sachez d'ailleurs, si ça vous intéresse, que c'est une nouveauté cette année, mais les entraînements des stars sont disponibles en direct sur la chaîne YouTube de Roland-Garros. Elles sont également ouvertes au public ici, donc c'est sympa pour les gens qui viennent voir les qualifs. Ils peuvent venir voir ces entraînements, donc c'est assez amusant. Iga Swiatek s'est aussi entraînée sur le cours Philippe Chatrier. Elle est arrivée hier soir et elle s'est entraînée avec l'américaine Hailey Baptiste. Alors à l'heure où je vous parle, il est 18h30, le soleil a l'air d'avoir fait son retour dans les allées de Roland-Garros, ce qui est une très bonne chose parce que Gilles Arnaud-Bailly et Kimmer Coppejans vont pouvoir enfin jouer leur match. Alors on est encore en attente, il y a encore un match dames qui doit se jouer juste avant eux, donc ils vont probablement devoir jouer assez tard, les deux Belges. On suivra ça, ce sera sur le cours numéro 10. Pour l'heure, ce que je vous propose, c'est de vous laisser le temps d'un jingle et quand je reviens, eh bien, j'aurai vu les matchs, j'aurai eu les interviews et je vous proposerai la fin du podcast. À tout de suite. Voilà, je vous ai dit que je vous retrouverai après les matchs de nos 2 garçons, Kimmer Coppejans et Gilles Arnaud-Bailly. Eh bien, ils ont fait durer le plaisir, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est 23h et je viens de terminer l'interview de Gilles Arnaud et je vais aller monter tout ça et mettre tout ça en ligne pour que vous puissiez la voir demain matin pour aller au boulot, par exemple, dans votre voiture. Mais ça a été une soirée complètement dingue. Ici, sur les cours 10 et 11, on est passé par toutes les émotions, simplement parce que on a cru que nos 2 Belges allaient s'imposer et puis pour finir, eh bien, c'est le scénario inverse qui s'est produit. Ils ont tous les 2 perdu à quelques minutes d'intervalle. Kimmer Coppejans avait perdu le premier set 7-5. Il est ensuite revenu de manière brillante en infligeant un 6-1 à son adversaire, donc l'Australien Tristan Skulkate. Et puis dans le troisième set, il menait 4-2. Il était vraiment dans une très bonne dynamique. Et puis il y a eu un très mauvais jeu de sa part qui a fait basculer la rencontre en quelques minutes. Il s'est retrouvé à perdre le match 6-4. On va écouter ce qu'a nous raconté Kimmer sur cette décevante défaite. Très belle partie, vraiment, tu l'as bousculé, Tristan Skulkate. C'est dans le troisième set que les choses ont un peu basculé pour toi. Ouais, dans le troisième, je prends le break pour mener 4-2 et puis je fais vraiment un mauvais jeu et puis derrière encore trois jeux où je joue vraiment pas bien. Un peu bizarre parce que je trouvais dans le premier que mon niveau était pas bon non plus. Je faisais trop d'erreurs, j'ai raté beaucoup de retours où j'étais là et c'est pas vraiment mon habitude de rater cela. Et puis après dans le deuxième, je pense que j'ai augmenté un peu mon niveau et c'était suffisant pour prendre un break et puis il a un peu lâché, je trouvais, le deuxième break et le set. Et puis après, je trouvais que j'étais au-dessus, mes jeux de service allaient assez confortable et lui, il devrait quand même se battre à chaque fois pour gagner son jeu de service. Et puis je prends le break et 4 jeux plus tard, j'ai perdu 6-4. Alors vraiment déçu de la fin du match.
Oui, c'est vraiment étonnant comment les choses ont basculé. C'est aussi le moment où certains supporters sont arrivés dans les tribunes et ont commencé à vraiment foutre la merde, on dit en français. Est-ce que tu as ressenti ça? Ouais, quand même, tu le sens un peu quand tu as des gens comme ça qui ne viennent pas vraiment pour le tennis, ils viennent juste pour, on va dire, te faire chier. Ouais. C'était des parieurs, hein. Ouais, c'est sûr, ou des gens qui ont trop bu. Ouais, c'est dommage parce que voilà, tu fais une belle partie et puis ils essayent vraiment de te perturber. Allez, je dois dire que ça, c'est pas la première fois cette année, je pense à Split en demi-finale aussi. J'étais là tout seul et j'ai eu le public tout le match contre moi. Ils étaient en train de m'insulter et tout. Et c'est dommage que voilà, parfois les arbitres font rien ou même le tournoi. Et je pense qu'ils peuvent faire un peu plus ou dire voilà, ça doit rester correctement. Aujourd'hui, voilà, ils n'ont pas dit de mauvaises choses sur moi. Alors ça, j'ai aucun problème avec. Mais ouais, c'est dommage. C'est juste dommage des gens comme ça. Je ne pense pas que c'était vraiment ça pour que j'ai mal joué après. Je pense que c'est juste un peu plus moi. Quand j'ai breaké pour 4-2, je me mettais peut-être un peu plus de pression après pour terminer. Après, la personne responsable de la presse m'a dit, en tout cas, il est en train de faire des photos, Kimmer, il a le sourire. Malgré la défaite, tu as toujours le sourire, tu as toujours un moment pour tes supporters et ça, bravo. Merci beaucoup. Ouais, j'essaie de toujours faire ça, même quand je suis déçu ou bien heureux avec une victoire. Mais ouais, c'est important. Les gens, ils viennent te voir, ils viennent te supporter. Alors pour faire une toute petite chose après le match, c'est rien, quoi. C'est quoi ton programme maintenant, Kimmer? Normalement, je vais faire un challenger au Moldavie, un challenger 100. Mais je vais voir d'abord comment mon corps va parce qu'il y a quelques semaines, je suis bien tombé à Aix-en-Provence et je me suis quand même fait mal à la main. Ouais, je suis un peu mal tombé et depuis, je souffre un peu de douleurs du main. Alors je vais voir si tout se récupère bien. Puis je peux aller jouer, sinon je vais prendre une semaine de plus pour après enchaîner. Je ne sais même plus où je suis inscrit, mais un challenger aussi. Et il y a Gilles Arnaud qui jouait en même temps que toi, juste derrière toi. Il avait pris le premier set et puis il a perdu. Il souffre visiblement de crampes. Tu l'as martyrisé aussi récemment, hein. Tu l'as battu 3 fois en un mois. Je pense 3 fois en 2 mois. Ouais, c'est pas sympa pour se jouer 3 fois. Parce que on s'entraîne ensemble, on fait les tournois ensemble, tu vois, on partage le coach. Même là, on joue au même temps, mais on a demandé pour ne pas jouer au même temps. Ils avaient nous mis un après l'autre, mais voilà, notre train, ça avançait pas et puis ils ont dû changer son match. Et voilà, finalement, je pense que Driss, qui était ici avec nous, il a presque rien vu, peut-être deux jeux de mon match. Mais heureusement que Romain était là. D'académie aussi, alors il a été mon coach je dois dire en emergency. Romain Barbosa, qui est aussi le coach de Hannah van de Winkel. On va laisser te reposer. Merci beaucoup, Kimmer, et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. L'autre match de la soirée, juste à côté de là où évoluait Kimmer, eh bien, c'était celui de Gilles Arnaud Bailly. Vous l'avez entendu dans l'interview. Gilles Arnaud qui aussi était en train de réaliser un superbe match contre Budkov Kjaer, qui était présent lors du Masters de la Next Gen. Un redoutable joueur qui a fait une saison 2025 étonnante, avec une victoire notamment à Wimbledon chez les juniors, et puis une place de numéro 1 mondial chez les juniors aussi, comme Gilles Arnaud Bailly. Donc 2 anciens numéro 1 mondiaux chez les juniors, c'était vraiment du beau spectacle, magnifique. Malheureusement, eh bien, le corps de Gilles Arnaud Bailly n'a pas tenu. Il a commencé à cramper en début de 3e set et il n'y avait plus rien à faire. Il a appelé le kiné, mais on voit qu'il était limité dans ses déplacements. Ses jambes étaient vraiment très raides. Il n'a pas pu défendre ses chances dans ce 3e set. Donc très déçu, Gilles Arnaud, après la prestation qu'il avait livrée dans les 2 premiers sets, surtout dans le premier, où là il était
été monstrueux. Mais on va écouter ce qu'il a raconté Gilles Arnaud Bailly. C'était assez intéressant d'entendre son interview d'après-match. Gilles Arnaud, quel match, vraiment dommage. C'est des crampes que tu as eues à la fin? Oui, c'était dur. C'était 1-0 pour moi, j'avais un break et je me disais ok, ça va être... je pensais quand même que j'étais le favori pour le troisième et je commence à cramper après, à 1-0 dans le troisième, donc je me dis j'espère que ça va se passer dans quelques jeux, mais c'était de plus en plus dans mes jambes, dans mes bras, donc c'était injouable. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la tension, parce que tu sentais que tu pouvais vraiment faire un beau résultat et que tu as commencé un petit peu à stresser? Oui, je pense, tu as toujours surtout un peu de stress pour ton premier Roland. Ok, chez les juniors, mais c'est différent. Et surtout, je me disais, ok, j'ai pas rien à perdre et je perds 2-0 et puis je joue beaucoup mieux que lui, donc ça passe très très vite. Et dans le deuxième set, j'ai aussi beaucoup d'opportunités. Et je les prends pas parce que j'ai un peu moins de qualité, mais je sens que je suis là. Et je pense là, ça a un peu donné un peu de stress. Je me dis merde, mais j'étais quand même bien commencé dans le troisième. Mais je sais pas on va voir d'où ça vient parce que c'est vraiment pas quelque chose d'agréable de faire ça. Ouais. Ouais, parce que tu avais déjà eu quelque chose en Australie, de Maccabi, non? Oui, j'avais aussi des crampes contre Baena, la même chose. Mais ça c'est parti. Et aussi là, j'avais joué 3h50, donc c'est aussi un peu normal que c'était un peu plus dur. Mais j'ai entendu. Je connais que Zizou, il avait des crampes aussi. Raph, parfois il a des crampes, donc je vais un peu voir un peu comment eux ils font. Parce que moi j'ai quand même des problèmes aussi parfois. Ça faisait quelques semaines depuis Tunis là que tu jouais vraiment bien. Tu étais en train de revenir bien dans le process. C'est quoi? C'est le fait de jouer contre des meilleurs joueurs comme tu avais fait à l'European Open ou bien c'est simplement parce que tu étais dans une bonne phase pour l'instant? Non, oui, je pense quand je regarde mes dernières semaines, c'était vraiment ok. La semaine dernière c'était mieux à Tunis, ça commence d'aller dans la bonne direction, mais avant c'était juste vraiment pas bien. Mes attentes ils sont trop hauts. Et je prends pas assez de plaisir et j'ai dit je dois être plus haut. Donc pour moi juste maintenant c'est vraiment important de continuer de faire ça chaque semaine et les résultats ils vont venir. Mais oui, parfois les périodes pas bien, ça doit partir. Ouais. Oui, les hauts et les bas, parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est venu à côté de moi pendant ton match et qui m'a dit, lui, top 100 facile, il joue incroyable. Et c'est vrai qu'à l'European Open, pareil, tu avais joué des matchs de dingue. Donc c'est vraiment cette confiance et cette constance que tu dois trouver. Comment tu comptes travailler ça? Oui, pour être honnête, c'est pour moi, parfois c'est dur aussi pour moi, mais c'est que mon entraîneur il dit aussi, c'est moi qui comment je dois dire, par exemple quand je suis à 25 et j'ai perdu le premier tour, c'est ma faute, c'est parce que mes attentes ils sont trop hauts. Moi je dois le régler. Mais oui, c'est vraiment, c'est juste les hauts ça peut être parfois très très haut et les bas ça peut être très très bas. Donc et moi avec mon jeu je dois quand même être un joueur assez stable. Donc ça c'est un truc, c'est vraiment important pour moi pour faire les prochaines années, aussi toute ma carrière, parce que c'est quand même très important de ne pas avoir les bas comme ça, quoi. Avec le jeu que tu as, il faut que tu trouves effectivement cette confiance et j'espère que tu vas la trouver au fil des mois. Et c'est ici que se termine cette longue journée du deuxième jour des qualifs. Tout est fermé maintenant. Les gardes nocturnes ont pris place dans les allées de Roland-Garros parce que le site reste ouvert et surveillé toute la nuit. Et bien moi, je vais aller rejoindre tranquillement la salle de presse pour monter tous ces petits sons, vous les mettre dans le podcast et puis diffuser tout ça afin que vous puissiez l'écouter demain matin en allant au travail en voiture. Alors si vous appréciez mon travail, eh bien n'hésitez pas à le partager, à en parler au plus grand nombre. C'est toujours très très important pour moi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures et notamment David Goffin qui sera sur les cours, Grete Minen, Sofia Kostoulas. Un gros programme. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Ciao.